Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Tous les dimanches, il ose entreprendre, c'est Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui, on va parler des indiscrets du magazine Entreprendre, on va découvrir certaines nouvelles de la semaine et on se recevra en grand témoin Sarah Eisenman, fondatrice de My Photo Agency, une agence de photographes, et on va parler développement de start-up sans levée de fonds. Ça, c'est un sujet pour les entrepreneurs du dimanche. Et les essentiels de l'entrepreneuriat, on va parler d'un sujet du moment, les cadeaux d'entreprise pour fin d'année. Ah oui, l'arbre de Noël, en même temps, c'est le moment d'amener vos enfants. Tout de suite, les indiscrets du magazine Entreprendre, c'est en partenariat avec ce magazine. Vous nous faites entrer dans les coulisses des entreprises et on commence par parler de la mythique Renault 4L. Oui Jean-Marie, alors on en sait un peu plus sur la future 4L qui va être relancée par Renault en 2025. Son allure globale devrait être celle d'un SUV urbain en 5 portes, comme la prochaine Renault 5 avec laquelle elle fera plateforme commune. Alors la nouvelle 4L sera 100% électrique et reviendra aux fondamentaux de ce succès des années 60, sa simplicité, son côté pratique et son aspect populaire qui a pendant très longtemps fait le succès de Renault. Dernier point, son prix devrait se situer autour des 20 000 €. Oui, ce serait un grand coup. Renault qui veut devenir le leader de la voiture électrique. Oui, et c'est pour cela qu'il vient d'annoncer le regroupement de toutes ses activités de voiture électrique au sein d'une nouvelle entité, Ampère. Leur objectif est de vendre environ 300 000 véhicules électriques d'ici 2025 et d'atteindre le million d'ici 2030. Les 12 sites de production produiront à terme 7 nouveaux modèles Renault, dont la très attendue Renault 5 dont je parlais. Exactement, et chose importante, 5 véhicules électriques qui devraient être produits en France. Et ça, c'est un pari extrêmement osé pour Renault. Tout de suite, Thomas, on accueille votre grand témoin. Nous sommes avec Sarah Eisenman. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Sur Sud Radio, vous êtes fondatrice de My Photo Agency. C'est une agence de photographes. Alors, grâce à un maillage de 3500 photographes professionnels, c'est toute une armée. Vous accompagnez en fait les entreprises dans la production de contenu photo, principalement dans l'immobilier et dans le tourisme. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Sarah Eisenman. Bonjour Thomas. Avant toute chose, expliquez-nous, on vient de l'expliquer à travers Jean-Marie un petit peu comment ça fonctionnait, mais on va rentrer un peu plus dans le détail de votre modèle parce que c'est assez original. Donc ça m'a intéressé de vous recevoir ce matin pour que vous nous en parliez. C'est quoi My Photo Agency ? My Photo Agency, c'est un réseau de 3500 photographes professionnels partout en Europe qui accompagnent des entreprises qui elles aussi fonctionnent en réseau et qui ont besoin de shooter partout, tout le temps. Pour elles, on est un guichet unique de centralisation, de demande de reportages photo, vidéo, visites virtuelles. Et grâce à notre réseau de photographes, on a la capacité à déployer une prestation homogène à l'échelle locale en s'appuyant sur nos photographes partenaires en région. Alors vous faites au service de qui ? N'importe qui peut faire appel à vous ? Au service de toutes les entreprises qui fonctionnent en réseau, les réseaux d'agences immobilières, les chaînes d'hôtels, les chaînes de restaurants, les chaînes de magasins. Je vais vous donner un exemple concret. Si je vous prends un client réseau d'agences immobilières comme Foncia, pour eux, on a des dizaines d'agents immobiliers qui commandent des shootings photos chez nous chaque jour et que le shooting ait lieu à Paris, à Lyon ou à Marseille. Le tarif est identique, les délais d'intervention sont similaires et les rendus sont homogènes grâce à des cahiers des charges très précis qu'on développe pour chacun de nos clients. Alors, vous développez ça, donc vous l'avez dit, au niveau européen. Mais moi, j'ai envie de vous poser une petite question comme ça, technique au passage. J'ai le sentiment que maintenant, on est tous équipés de nos smartphones. Les commerciaux aussi, vous parliez de l'immobilier. Ils prennent les photos eux-mêmes, ils peuvent les mettre en ligne eux-mêmes dans des annonces. Vous n'avez pas le sentiment que le smartphone, c'est votre principal concurrent ? Alors, j'ai surtout la conviction que photographe, c'est un métier. Et en l'occurrence, on parlait là de l'immobilier. Non seulement les photographes, évidemment, ont une maîtrise de l'image, de la lumière et des prises de vue bien plus conséquentes que les agents immobiliers. Ils ont l'équipement également et ils font gagner du temps aux professionnels de l'immobilier. Si on prend cet exemple-là, vaut mieux que l'agent immobilier passe son temps à rentrer et à sortir des mandats qu'à essayer peut-être de réussir à faire une photo, puis peut-être de la retoucher pour un résultat qui sera beaucoup moins concluant qu'un photographe dont c'est le métier et pour des coûts hyper réduit puisque nous on n'est que sur des modèles de volume. On travaille pour des réseaux, on fait pas de shooting en one shot. Nos clients s'engagent auprès de nous sur un volume de commande annuel et pour ces clients on propose des tarifs hyper compétitifs. Alors, dans un marché immobilier qui se tend un peu, c'est peut-être qu'il est nécessaire que la qualité revienne aussi sur le devant de la scène. Exactement. Aujourd'hui, il faut rentrer des mandats et le fait de proposer des shootings photos professionnels et des visites virtuelles, ça montre aux vendeurs que l'agent immobilier va prendre soin du mandat qui lui a été confié. Donc, ça permet de rentrer davantage de mandats. Et en sortie de mandat, pour générer plus de leads et pour générer des leads qualifiés, au contraire, les acteurs de l'immobilier mettent le paquet sur les contenus et le paquet sur la qualité. Aujourd'hui, on fait des shootings photos, mais aussi des visites virtuelles
Digital Matterport qui permettent de visiter les biens à distance comme si on y était. Et donc les agents immobiliers gagnent du temps puisqu'ils ne font pas des visites pour des touristes et génèrent plus de leads. Alors, vous existez depuis 10 ans, vous n'êtes plus la petite start-up à l'origine. Vous réalisez quand même 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous affichez une croissance de votre chiffre d'affaires donc de 30% et une rentabilité constante depuis 8 ans. Vous avez décidé de prendre du temps au lancement et de fonctionner en autofinancement. C'est un choix ou ça a été une obligation ? Ah, c'est clairement un choix. Alors, on a fait un premier tour de table auprès de Business Angel de 300 000 euros quand on s'est lancé, parce qu'on n'avait pas les fonds pour développer notre site internet, pour démarcher nos premiers clients, mais c'était vraiment... C'était votre besoin. Voilà, c'était pour se mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on a décidé de s'autofinancer parce qu'on considérait qu'on était sur un marché qui n'avait pas besoin d'être soutenu par des levées de fonds. Donc nous, on a fait le pari de la croissance organique. On est convaincu que notre marché, c'est un marché de marathoniens et pas de sprinters. L'histoire nous a à peu près donné raison puisque notre marché et notre écosystème concurrentiel s'est complètement reconcentré à tel point qu'aujourd'hui, on est quasiment les seuls à être en mesure de déployer des shootings photos à l'échelle internationale. Alors, le fait d'avoir eu recours seulement au démarrage de l'entreprise pour que tout le monde soit au clair sur le sujet et d'éviter du coup par la suite les levées de fonds, c'est mieux que l'autofinancement en soi. Vous aviez peur de quoi ? De perdre votre indépendance ? Ah, moi, je pense qu'il n'y a pas de mieux, en fait. Ça dépend des cas. Nous, dans le nôtre, on n'avait pas besoin d'argent. On générait on a été rentable au bout de 3 ans. Et donc, on générait suffisamment de bénéfices pour se développer à un rythme de croissance maîtrisé qui était celui que l'on poursuivait. On est des bâtisseurs. On n'est pas des crameurs, on n'est pas des têtes brûlées. On considère qu'on a un marché qui est tellement profond, un modèle qui est tellement vertueux que c'est pas un business de coût. On a tout de suite su qu'on serait pas là pour 5 ans et qu'on allait prendre un gros chèque puis partir. C'est une boîte qu'on peut tenir sur la durée. Alors, du coup, vous dénotez un peu avec l'esprit start-up. Je crée, je développe, je revends. Ça, c'est pas votre truc. Ça, on s'est jamais, c'est très vite plus défini comme une start-up, mais comme une PME. Donc au début, on trouvait ça boring et en fait, on s'est dit qu'après, ça voulait dire qu'on avait une assise, qu'on avait une légitimité et que notre approche était durable. Et ça a été très apprécié par nos clients, mais aussi par nos photographes. Beaucoup se sont explosés en vol et donc, alors nous c'est les photographes, mais il y a plein d'autres frics qui ont été concernés, qui n'ont pas été payés pour des prestations qui ont été réalisées, qui changeaient de partenaire en permanence. Nous, nos photographes partenaires, ils travaillent avec nous depuis 10 ans. On en a des nouveaux chaque année puisque les volumes augmentent, mais c'est réassurant. Et je trouve que remettre le concret et la réalité de la croissance et de la valeur au cœur de l'entrepreneuriat, ça fait sens. Alors j'ai vu en préparant cette interview, vous attaquez un nouveau marché, celui de la photo de classe, cette fameuse photo de classe. On y a tous eu droit, clairement. En quoi allez-vous revisiter, voire dépoussiérer ce grand rendez-vous des écoliers ? On veut disrupter le marché de la photographie scolaire comme on l'a fait avec le marché de la photographie corporate, avec les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. On a le réseau de photographes. D'accord, oui, c'est le même. On a l'équipe de professionnels pour orchestrer les shootings et on a les outils pour digitaliser la chaîne de production. Donc on s'est dit, ok, on est équipé, c'est un marché vieillissant, c'est un marché qui ne s'est pas renouvelé et c'est surtout un marché qui s'intéresse absolument pas à la demande puisque côté parents, en tout état de cause, même si la photo elle est ratée, ils vont l'acheter et côté élèves, on leur demande pas s'ils ont envie de poser devant l'objectif. Nous, on considère que c'est pas très en phase avec les usages du moment et on a donc décidé de maximiser l'expérience des élèves et de rendre les parents fiers d'acheter les photos. Comment ? En sélectionnant des photographes portraitistes qui font pas que de la photo scolaire. Nous, on mobilise dans les écoles nos photographes qui, la veille, shootaient les patrons du CAC, donc qui ont un niveau d'exigence et un niveau de qualité artistique très important. Côté expérience enfant, vous savez, c'est très simple. On leur propose de poser avec des accessoires. Le but du jeu, c'est qu'ils se sentent aussi à l'aise que quand ils le sont dans leur chambre à jouer avec leurs camarades. Donc chez les tout petits, on va leur proposer de poser avec leur doudou. Tout de suite, ça décrispe. Chez les primaires, on va leur proposer, surtout en cette période de JO 2024, de poser avec des ballons de foot, des ballons de basket, des raquettes de tennis. Et en fait, c'est sympa. Le moment est sympathique et du coup, le rendu est hyper canon. Et en bout de course, on digitalise. Fini le billet de 20 € que vous remettez à votre enfant, qui lui-même va remettre à sa maîtresse, qui lui-même va remettre au labo, qui lui-même va remettre à l'école. On paye en ligne, à peu près comme tout le monde. Et donc, on est sur une traçabilité de l'argent, une déresponsabilisation des enfants et une correspondance avec les usages du moment. Alors, on arrive au terme de notre échange de ce matin, mais vous êtes une entrepreneuse, on l'entend tous, avec cette passion qui vous anime. Quelle qualité, si vous vouliez faire passer un message ce matin aux autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous écoutent, quelle qualité faut-il, selon vous, avoir pour être un entrepreneur aujourd'hui ?
aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas si c'est différent. En tout cas, moi, de Le ma contexte petite n'est pas le même expérience. quand même. Hein. Évidemment. Donc, Oui. mais moi, en tout cas, de mon expérience de ces 10 dernières années, Oui. je pense qu'il faut être hyper déterminé et hyper résilient. Parce que l'entrepreneuriat, c'est fait de up and down, jour après jour, mais heure après heure. Donc, si on a une vision, qu'on y croit et qu'on est prêt à y mettre les moyens pour y arriver en étant prêt à faire face aux tempêtes, ça devrait marcher. Mais c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas une aventure de coup. Merci en tout cas, Sarah Eisenman, fondatrice de Merci MyPhoto beaucoup. Agency. Je sais pas pourquoi, Thomas, je vous imagine avec une coupe au bol sur vos photos de classe. Ah, pas du tout. Eh ben, C'était pourtant, très mignon. ça vous irait bien. Tiens, tout de suite après les photos de classe, on parle de l'arbre de Noël. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Ouais, on a décidé de rester en enfance ce dimanche. Thomas, vous nous parlez des cadeaux d'entreprise en fin d'année. Oui, parce que le cadeau d'entreprise est un classique en France. Il sert à conquérir et à fidéliser ses clients. Mais il y a des règles à respecter, car même si ces dépenses sont parfaitement légales, elles ne sont déductibles du résultat imposable de la société que sous certaines conditions. Et là, c'est les cadeaux pour les grands, bien entendu. Bien Justement, à quoi on doit faire attention? D'abord, le montant du cadeau. La limite mise en place par l'administration fiscale par an et par bénéficiaire se situe à 73 € TTC. En dessous de ce seuil, la déduction de la TVA par les entreprises concernées est possible. Cela ne laisse pas entendre que vous ne pouvez pas offrir un cadeau plus onéreux, mais vous ne profiterez pas de la déductibilité de la TVA. Dans ce cas, alors précisons qu'il faut intégrer dans le prix de 73 € les frais d'emballage et d'envoi. Oui, c'est très précis. Qu'est-ce qu'on entend par cadeau d'entreprise? Il peut s'agir d'un sac, d'un livre, d'un stylo, d'un panier gourmand. Allez, Jean-Marie, dans l'ordre, la nature des cadeaux les plus offerts, c'est champagne, vin et spiritueux. Ensuite, les produits gastronomiques, les accessoires de bureau. Et on termine par les produits dits technologiques. Il y a un risque de contrôle de l'administration? Tout à fait. Et bien sûr, on va préciser qu'en cas de contrôle de l'administration fiscale, la société doit être en mesure de prouver l'intérêt des cadeaux. Si la somme globale des cadeaux dépasse les 3 000 € par an, il vous faudra remplir une déclaration spécifique. Exactement. Merci beaucoup, Thomas Binet, et joyeux Noël, si j'ose dire. En quelque sorte, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour oser investir. Toujours avec vous, Thomas, on va transformer les bureaux en logements. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.